Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture, voilà, dont deux livres que vous avez déjà vus dans le bilan, mais du coup, j'en reparle ici un petit peu plus, on va dire, sans... Bref, voilà. J'ai deux que vous avez déjà vus dans le bilan, mais c'est pas grave. Donc, je commence tout de suite. Donc, le premier que j'ai à vous présenter, c'est Between de Anna Todd, où dans celui-ci, on va suivre la suite des aventures de London, donc qui est toujours, dont le cœur chavire toujours entre Dakota et Nora. Nora slash Sophia pour ceux qui ont juste lu After. Voilà. Parce que Sophia, on la rencontre dans After. Voilà, tout simplement. Donc Nora slash Sophia, vu que c'est la même personne. Voilà. Mais bref, donc il faut savoir que Nora cache une multitude... Enfin, lui pense que Nora cache une multitude de secrets parce qu'elle ne veut jamais parler d'elle. Elle ne veut jamais parler de son passé, de son ex, etc. etc., etc. Voilà, tout simplement. Et Dakota a quitté London peu avant son arrivée à New York, ou peu après, je ne sais plus. Mais bref, elle l'a quitté alors que lui est venu à New York pour elle. Mais de toute façon, il n'est pas tout seul parce qu'il y a Tessa. Voilà, Tessa qui est sa meilleure amie. Et par la même occasion, l'héroïne d'After, tout simplement. Et donc on va toujours le suivre là sur quelques mois, quelques semaines. Donc toujours à essayer de séduire Nora, à ne pas savoir quoi faire avec Dakota, tout simplement parce que lui il sait qu'il ne l'aime plus mais elle ne comprend pas, donc elle essaie toujours de revenir. Enfin, je vous raconte pas le livre mais je vous raconte un peu ce qui se passe dans le 1 où donc Nora en fait est la collègue de Tessa, voilà. Sauf que elle, Nora est chef pâtissière et Tessa, elle est juste serveuse, voilà. Mais elle travaille dans le même restaurant, tout simplement. Et en fait, elle va donner rendez-vous à London. Seulement le jour de rendez-vous, il va se rendre compte que c'est avec toutes les amies de Nora, donc toutes celles qui sont dans la coloc. Donc, et devinez qui se trouve dans la coloc de Nora. Je vous le donne en mille. Dakota. Bref, donc on va les suivre donc à la suite du tome 1 où ça reprend vraiment directement en fait, je pense, après le tome 1. Ouais, ça reprend directement après le tome 1. Donc on n'a pas un saut de 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ça reprend directement après. Et en fait, la fin était pas vraiment... En fait, la fin est un peu la même que dans le tome 5 d'After. Pour un événement, en fait, qu'on revit. On revit l'événement, sauf que dans le tome 5, c'était du point de vue de Tessa. Et là, c'est du point de vue de London. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans celui-là, Anna Todd a ajouté des points de vue de Nora. Donc en gros, j'ai bien aimé. C'est pas non plus une hyper grosse réussite comme le tome 5 d'After, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est que moi j'ai bien aimé et que je trouve que ça clôture très bien tout ce qui est After, Before, London, etc. etc., etc. Voilà. Ensuite, fin de ronde de Stephen King, où là on va suivre la suite des aventures de l'officier Bill Hodge, voilà, et de Brady Hartsfield, pardon. Donc Brady Hartsfield qui est donc Monsieur Mercedes. Donc Monsieur Mercedes, c'est un homme qui, au volant d'une Mercedes, a roulé sur une foule pour faire 8 morts et une dizaine, peut-être même une vingtaine de blessés. Voilà. Et dans celui-ci, on le retrouve Bill quelques temps plus tard. Quelques années plus tard en fait par rapport à Carnet Noir, voilà, tout simplement. Où là en fait il va devoir enquêter, enfin il va se retrouver à être mêlé à une enquête où en fait des jeunes se suicident. Voilà, il y a un peu des suicides en masse si on peut dire ça comme ça. Et même si ses collègues, même si ses anciens collègues à la crime trouvent que il n'y a pas de correspondance avec Brady et tout, lui ça va lui trop tuer la tête. Voilà, et ils vont décider avec Holly d'enquêter de leur côté, voilà, pour savoir... Voilà, je vous raconte la partie enquête policière, hein. Je vous raconte pas la partie avec Brady,
Et bref. Et donc ils vont enquêter pour savoir s'il y a un point commun entre tous ces suicides et si oui lequel et surtout pourquoi. Alors je vous dis pas s'il y en a un, si oui lequel, parce que ça se découvre dedans. Mais c'est inopinément, enfin je me pose que c'est dit, enfin non c'est pas inopinément, mais c'est lié à Brady de toute façon quoi qu'il en soit. Vu que Stephen King le remet dans ce tome, Brady, voilà. Et dans celui-ci en fait c'est plus un thriller fantastique. Parce que on va découvrir un certain point sur Brady qui va faire qu'on va comprendre que là on est dans du fantastique. Voilà, clairement. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce qu'on peut pas faire un coup de cœur sur quelque chose comme ça où ça parle de suicide, de mort, de maladie. On peut pas avoir un coup de cœur sur un truc comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Ça je peux le dire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et moi je trouve que ça clôture parfaitement bien tout ça, toute la partie sur Bill Hodge, Brady Hartsfield, Holly, Jérôme, tout ça en fait. Je trouve que ça clôture parfaitement bien cette trilogie et j'ai hâte de lire le nouveau livre de Stephen King, même si j'attendrai la sortie en poche. Donc l'Outsider qui spoil énormément en fait la trilogie. Donc je pense que c'est lié à un des personnages de la trilogie, je pense. Enfin j'en sais rien, j'ai pas lu le résumé, j'irai le résumé plus tard, mais dans tous les cas j'ai bien aimé. Ensuite, et ceux-là vous ne les avez pas encore vus, tadam, Shed of Shadow de V.E. Schwab, donc chez Lumen, où on va retrouver Lila 4 mois plus tard, donc 4 mois après le tome 1. Donc là il y a un saut dans le temps, mais il n'est pas dérangeant, il nous permet même de se plonger directement dans l'histoire. Donc on va retrouver Lila qui suit son rêve. Voilà, je ne dis pas c'est quoi son rêve, mais elle suit son rêve. On va également faire la rencontre d'Alucard Emery, donc qui est un capitaine de bateau, c'est ça? Un corsaire. Corsaire. Donc Alucard Emery qui est un corsaire, qui, on va le découvrir plus tard, mais est lié à Ri et Kel, tout simplement. Et de l'autre côté, on va suivre Kel et Ri qui essaient de se faire leur nouvelle... comment on appelle ça? À leur nouvelle problématique de vie, voilà. Parce qu'il se passe quelque chose à la fin du tome 1 qui va les lier tous les deux. Et ben, ils ont du mal en fait à faire avec. Voilà, tout simplement. Ils ont vraiment beaucoup de mal à faire avec. Tout simplement parce que, ben voilà. C'est un peu problématique quand même pour les deux. Surtout que Ri, ben, il va en profiter plus. Ce qui va pas être très chouette pour qu'elle. Voilà. Bref, et en fait, dans ce livre, il va y avoir le... comment ça s'appelle? Oh, comment ça s'appelle? Je vais trouver. La Sainte Tâche, en fait, qui est une genre de compétition entre magiciens. Donc il y en a 12 en fait, donc 12 de Harness, 12 de Vesca et 12 de Farois, comme ça. Non, de Vesque. Oh, je sais plus. Bref. Je sais plus, je sais bien qu'il y a Vesque, Harness, mais l'autre... Bref, il y a les trois grandes compagnies en fait qui vont s'affronter, donc 12 magiciens par compagnie, enfin par pays on va dire, même si c'est le même pays. Hein. Mais bref, et voilà, donc c'est Ri qui l'organise, voilà, parce que c'est le prince et que ben, son père décide de lui donner un peu de responsabilité quand même, voilà. Donc c'est Ri qui va l'organiser. Donc on va suivre, donc dedans il va y avoir les 5 tâches, mais on se doute bien aussi que
c'est pas uniquement centré sur les sondages parce qu'il va se passer... En fait, il va avoir des problèmes. Comme dans le tome 1, Kel va avoir des problèmes, Lila va avoir des problèmes, Ri va avoir des problèmes. Tout le monde va avoir des problèmes. Tous les mondes vont avoir des problèmes. Non, bref. Pas tout le monde quand même, mais... voilà. Et on va découvrir Lila sous une forme, on va dire... un peu bizarre quand même, hein, j'ai envie de dire. Mais bref. Donc en gros, j'ai vraiment adoré ce livre. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Le mois prochain, vous êtes sûr et certain que le tome 3, vous le voyez. Aussi bien dans un note de lecture que dans un bilan. C'est clair et net. J'avais même pas envie d'attendre en fait pour le lire. Mais je me suis dit, calme, il en reste juste un. Patiente un peu. Ensuite... Destin de sang de Rika Johnson, donc j'ai publié au livre de poche, où dans celui-là c'est le troisième et dernier tome des aventures de Kelsey Glynn. Kelsey Glynn qui est devenue reine du Torling parce qu'elle avait 19 ans tout simplement. Sa mère étant morte quelques années plus tôt, c'est son oncle qui était devenu régent, et comme elle a 19 ans, elle a l'âge pour devenir reine, donc je vous raconte ce qui se passe dans le tome 1, parce que je peux pas vous raconter ce qui se passe dans le tome 3, tout simplement. Et donc le jour de ses 19 ans, il y a la garde de la reine qui arrive pour aller la chercher et la ramener au trône. Et en fait, en arrivant directement dans le Turning, comment dire, en arrivant directement dans le Turning, elle fait un changement phénoménal qui fout la merde, clairement. Mais bref, enfin ça fout la merde, ça chamboule un peu tout. Et dans le tome 2, c'est la suite de ses aventures, avec les conséquences de ce qu'elle a changé dans le tome 1, voilà. Et toujours ici avec les mêmes conséquences, voilà. Mais cette fois-ci, elle est plus vraiment dans le Turning. Mais voilà. Et franchement, je l'ai lu en lecture commune avec Agathe, comme les deux autres. Et en fait, au bout de 400 pages, on s'est dit, non c'est bon, on se reparle à la fin. Parce que, en fait, c'est pas que je pouvais pas m'arrêter, parce que je pouvais m'arrêter quand même. Mais j'avais très envie de découvrir la suite, clairement. Clairement, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir la suite des aventures de Kelsey. Et c'est bien simple, les 200 dernières pages, je les ai lues d'une traite. Je les ai lues d'une traite, tellement j'étais plongée dedans, tellement je voulais savoir comment ça se terminait, comment Kelsey allait arranger toute la situation qu'elle avait créée et tout. Et franchement, j'ai adoré. Alors certes, c'est pas du tout la fin à laquelle je m'attendais, mais alors pas du tout. Ah, voilà, autant le dire clairement, c'est vraiment pas du tout à ce genre de fin là que je m'attendais. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est fait, voilà. Mais je trouve que c'est une belle fin quand même. À toutes les aventures de Kelsey, Massu, Pen, etc. Bon, c'est un peu triste, j'avoue. La fin est un peu triste, je l'ai trouvée un peu triste. Non, ce n'est que mon avis. Mais je l'ai trouvée un peu triste quand même, la fin. Mais ça n'empêche que j'ai quand même bien aimé. Hein. Les deux premiers avaient un coup de cœur et celui-là en est un aussi. Parce que Kelsey est tellement attachante que... Et puis, il n'y a pas que Kelsey qui est attachante. Les autres personnages sont attachants aussi. Et dedans, il se passe un truc qui m'a fait hurler. Mais vraiment. Un personnage qui est touché d'une manière assez grave. Voilà. Et j'étais en mode, non, mais non, pas elle, non, pas elle. Et franchement, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu cette partie-là, j'avais qu'une envie, c'était de terminer. Tu te refermes, tu te ranges, je ne te dis plus jamais. Mais je me suis dit, non, on va quand même le continuer. Voilà, je me suis dit, on va quand même le continuer. Hein, ça serait bien. Mais, ouais, j'ai franchement adoré ce livre. Et, ouais, je sais même pas quoi vous dire dessus parce que je veux pas vous spoiler. Mais dans tous les cas, à part la fin qui est triste et auquel je ne m'attendais pas du tout parce que c'est pas du tout la fin que j'imaginais pour la trilogie. Mais j'ai vraiment adoré. Et si un jour l'autrice réécrit une trilogie dans le même genre, je fonce dessus. Je fonce dessus, c'est clair et net. D'ailleurs, je sais même pas si elle a réécrit d'autres livres. Bref, le dernier livre de cette œuvre de lecture qui commence à traîner en longueur, c'est Tortue à l'infini de John Green.
Voilà, donc c'est Tortue à l'infini de John Green. Ou dans celui-là, on va suivre Asa Holmes qui a 16 ans, c'est ça? Je ne sais plus. Je sais pas quel âge elle a. Je crois qu'elle a 16 ou 17. Je crois que c'est 16. Et en fait, Asa a une meilleure amie qui s'appelle Daisy. Voilà. Et en fait, Daisy va décider d'enquêter en fait sur la disparition de Russell Pickett. Russell Pickett qui en fait s'est échappé parce que il devait passer en procès. Voilà, pour je sais plus vraiment quoi. C'est pas vraiment dit clairement dedans pourquoi, mais en attendant il est recherché. Voilà, il y a une récompense pour toute information donnée. Voilà, tout simplement. Et bref, et en fait, Daisy va se rendre compte que Russell est le père de Davis. Davis qu'elle a déjà rencontré en étant plus jeune dans une colo de vacances. Voilà. Et Daisy, donc, Daisy et Asa, surnommés Olminette par Daisy, voilà, vont décider d'enquêter, vont trouver une information que Davis va supplier Asa de ne pas donner. Mais bref. Et il faut savoir qu'Asa, en fait, a des TOC. Les TOC, c'est quoi? C'est des troubles obsessionnels du comportement. Par exemple, les siens, elle est envahie de pensées du genre avec une maladie qu'elle peut contracter avec des bactéries et tout. Mais elle a aussi une callosité dans un doigt. Vous voyez, elle a enfoncé tout le temps son ongle dans un doigt. Donc du coup, elle a un petit trou. Et à chaque fois que ça va pas trop, elle appuie, elle fait saigner, elle désinfecte, elle remet un pansement. Et tous les jours, elle fait ça. Mais c'est ça des tocs en fait. Les tocs, c'est ça, c'est des trucs, tu peux pas t'en empêcher. Et elle-même, dedans, elle s'appelle comme folle, mais c'est pas vraiment le cas. Mais dans tous les cas, je trouve que John Green a une manière bien à lui de parler de l'adolescence, de parler des problématiques de l'adolescence, de l'amour, des tocs. Mais bon, c'est marqué là en fait. C'est marqué « Je souffre de troubles obsessionnels depuis mon enfance et j'ai longtemps eu des difficultés à parler de ma maladie. Je souhaitais l'extérioriser, l'affronter et j'ai enfin trouvé le moyen. La mettre en scène dans un roman, c'est certainement mon livre le plus personnel. » Et donc c'est pour ça que les tocs sont absolument bien traités dedans. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour en parler que un qui vit avec des troubles obsessionnels depuis tout petit, comme John Green. Et ce livre en fait rejoint clairement, mais clairement, Will and Will. Mais vraiment, il rejoint Will and Will parce que j'ai adoré et que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que dans mon top 5, dans mon top... J'en ai combien de livres de... je sais plus combien j'ai de livres de... Dans mon top 3, il est en deuxième. Ou peut-être même ex aequo avec Will and Will. J'en ai que 4, mais de toute façon, vous pouvez être sûr et certain que j'aime. Même la face cachée de Margot que j'avais dit que je n'achèterais jamais. Je vais l'acheter parce que John Green, c'est un de mes auteurs chouchous et je crois que j'achèterai toujours ses livres. Pour l'instant, aucun de ces livres m'a déçu parce que Qui es-tu Alaska, j'ai adoré. Will and Will, j'ai adoré. Tortue à l'infini, j'ai adoré. Non, c'est pas le contraire. Alors là, il est hyper touchant, mais... D'ailleurs, j'aimerais bien les relire en fait, les autres John Green. On verra. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment adoré ce que je disais et j'ai hâte de relire un autre John Green. Vraiment. Bon, bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai fini de parler de mes dernières lectures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. À laisser un commentaire éventuellement. Et moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.